Cube. Débat, opinion et analyse. Explore toutes les facettes de l'actualité. S'il y en a un qui doit être surpris par cette éclipse médiatique Trump et le fait qu'il soit coupable sur toute la ligne, c'est bien mon collègue Stéphane Bureau que je rejoins ce matin parce que Stéphane, toi tu t'étais dit plus tôt cette semaine, là, tu t'attendais à ce qu'il y ait acquittement ou du moins partiel. Finalement, c'est coupable sur toute la ligne que M. Trump est trouvé hier. Deux choses, en fait. Je disais que les chances qu'il y ait un juré capable de dire autre chose que la majorité existait, compte tenu que tout reposait sur le témoignage d'un témoin que même les procureurs du bureau de M. Bragg disaient être pas idéal, présentons les choses comme ça, un menteur pathologique, Mike Cohen, l'ancien avocat de Donald Trump. Ceci étant dit, non pas parce que j'ai envie de me péter la bretelle, mais hier matin avec mes collègues de TVA, je leur ai envoyé un petit message en leur disant, je pense que nous aurons aujourd'hui un verdict et que si c'est aujourd'hui, il risque d'être coupable. Je ne disais pas sur toute la ligne, mais je pensais qu'évidemment, plus le verdict sortait tôt, plus il y avait de chances qu'il soit jugé, estimé coupable. Donc, c'est certainement surprenant dans la mesure où c'est sur tous les chefs d'accusation, 34 fois coupable, verdict qui a été rendu rapidement. Donc, les 12 jurés semblent avoir été convaincus par la démonstration, enfin, ne semblent pas, ont été convaincus par la démonstration qui a été faite par les procureurs dans cette affaire. Un verdict qui repose, je le souligne une fois encore, sur le témoignage d'une personne. Il y aurait eu un autre témoin qui aurait pu, et c'est vraiment un des mystères de ce procès, qui aurait pu corroborer, parce que tout repose sur une rencontre à laquelle participait M. Trump, M. Cohen, Mike Cohen, et un autre témoin, où on pouvait faire la démonstration de ce que Donald Trump était bien au fait de ce qu'on était en train de maquiller dans ses livres des paiements pour acheter le silence de Stormy Daniels, l'actrice porno. Je vais pas retourner dans tous ces détails parce qu'on a beaucoup couvert ça depuis plusieurs semaines, mais c'est quand même très important parce que je dirais que c'est au cœur même de l'affaire. Est-ce qu'il s'agit d'un délit mineur ou d'un crime? C'est la différence entre felony dans le droit américain et misdemeanor. Alors donc, d'avoir falsifié ses livres comptables, c'est un misdemeanor, c'est un délit mineur qui peut à la rigueur engendrer de la prison, moins d'1 an, mais généralement c'est un genre d'amende et peut-être une réprimande du juge, surtout quand on a un dossier criminel vierge. Dans ce cas-ci, il s'agit d'un felony, donc de crime, c'est beaucoup plus grave. Il y a un potentiel d'emprisonnement pour quelques années, parce que la démonstration que faisait le procureur dans ce cas-ci, c'est que oui, on avait maquillé des livres, mais pour aussi cacher un crime plus grand. Dans ce cas-ci, d'ailleurs, c'est extraordinaire parce que je défie quelqu'un de nous expliquer ce qui est le plus grand crime qui a été maquillé. Est-ce qu'on a violé la loi fédérale sur les élections? Auquel cas, comment expliquer qu'une cour d'État qui n'a pas juridiction, ait pu rendre un jugement dans une affaire qui touche une loi fédérale? Ou est-ce que c'est autre chose, c'est-à-dire entrave au processus électoral? Parce qu'évidemment, on l'a bien compris, M. Trump voulait éviter les dommages collatéraux des révélations de Stormy Daniels. C'est franchement, je suis ça avec ma loupe, et puis j'ai écouté depuis des jours les différents spécialistes avocats, je ne le suis pas. Il est très difficile de comprendre exactement ce qu'est le crime qui est reproché ici à M. Trump. Ça sur quoi il n'y a pas de doute ce matin, c'est qu'il y a un verdict qui a été rendu, puis un système de justice, c'est, comme on le dit souvent, le moindre des mots, c'est le moins mauvais système, puis il faut se rallier au travail qu'on fait très scrupuleusement, j'imagine, les jurés. Mais c'est une affaire complexe, technique, et où, en amont, si on était à Vegas, les parieurs au livre auraient dit et disaient, c'était de toutes les affaires qui confrontent M. Trump, probablement le procès, toutes les affaires judiciaires, le procès le plus difficile à gagner, parce que c'est, disons que c'est une forme d'application très créative du droit, d'autant que dans ce cas-ci, il y avait un problème de prescription, c'est-à-dire que ce qui lui était reproché était des crimes prescrits. Le procureur avait fait la démonstration de son côté que oui, mais à cause de la pandémie, le délai de prescription devait être prolongé parce qu'il y avait eu une période de temps pendant laquelle les tribunaux étaient inactifs. Donc, il y avait plusieurs
je dirais pas vice de forme, mais question qui se posait. La seule chose qui cependant ce matin compte, c'est le résultat final des courses. Il est jugé criminel. Ouais. Et c'est l'impact que ça pourra avoir sur la suite des choses, parce que ce qui est aussi très significatif, c'est la réponse du président Biden hier, qui a dit le seul moyen d'avoir le cœur net dans cette affaire-là, c'est de se présenter aux élections le 5 novembre prochain et de battre Donald Trump. Parce qu'il Ouais. a compris, puis je pense qu'il a parfaitement raison, que c'est pas ce qui s'est passé hier au tribunal qui va régler définitivement l'affaire. Quoique, si le 11 juillet prochain, le juge Merchan décide d'envoyer en prison Donald Trump, ça aura nécessairement un impact sur le cours des événements. Et Ouais. j'ajoute encore une fois aussi, même si de la prison, Donald Trump pourrait faire campagne, et même si en prison, il pouvait devenir président. Alors, je sais pas comment on assermente un candidat élu qui est en tôle, mais c'est dans le grand film de science-fiction qui est l'affaire Trump depuis 8 ans. Ça serait pas le plus surprenant des rebondissements, mais je suis tenté de dire que ça serait peut-être le plus surprenant des rebondissements. C'est Ouais. ça la vraie question. Est-ce que Merchant va, le 11 juillet, décider de le condamner à la prison? Ouais, surtout que théoriquement, je regardais un peu les lois de la Floride. C'est même pas clair s'il aurait le droit de voter pour lui-même. S'il D'aller était voter. détenu en prison, pourrait se présenter, mais pas voter. Non, c'est extraordinaire. Puis Et même reconnu coupable, avec ou sans prison, parce que jusqu'à preuve du contraire, de toute façon, il est coupable. ouais, Il va en appeler, il va interjeter appel, il n'y a aucun doute, mais avant que l'appel soit d'abord gagné, ensuite qu'on soit allé au bout de toutes les procédures, il n'y a aucune chance qu'il soit lavé des accusations qui ont été portées contre lui avant les élections. Donc, la ouais. question se pose, est-ce que M. Trump pourra voter à l'élection présidentielle en novembre prochain, qu'il soit en prison ou non? Ceci étant dit aussi, je ne pense pas que la prison soit le plus sérieux des scénarios en ce moment. On spécule, tout le monde, on n'a aucune idée. Est-ce que le juge Merchan va aller jusque-là? Déjà, il y a un petit précédent, parce que normalement, dans une cour d'État, dans un tribunal d'État, quand tu es reconnu coupable, immédiatement, les officiers de justice viennent te chercher, vont t'enlever tes lacets, ta ceinture, te retirer un stylo si t'en as un sur toi, t'arrêter et immédiatement t'enfermer. Il y a des précédents, c'est pas arrivé, mais disons que c'est la norme. On ne l'a pas fait avec M. Trump hier. Je pense que ça aurait été évidemment dans le contexte électoral et compte tenu du contexte aussi très chargé, ça aurait été audacieux de la part du juge Merchan. Il l'a pas fait. Est-ce que le 11 juillet, il va choisir de le mettre en prison, de contraindre M. Trump à rester chez lui avec un bracelet autour de la cheville? C'est une possibilité aussi. Ce serait le genre de sentence auquel on pourrait s'attendre, par exemple, quelques mois assigné à résidence. Dans le contexte d'une campagne électorale, c'est la question du déni de démocratie qui se pose. C'est ce que vont dire les supporters de M. Trump. Et peut-être aussi certains de ses adversaires qui vont dire on préfère le battre sur le sentier de la guerre électorale et que ça soit fait de façon claire et limpide pour qu'on puisse tourner la page. Je pense que la majorité de ses adversaires vont souhaiter qu'il soit emprisonné en espérant que ça a un impact. C'est l'autre question, Alexandre. C'est quel sera l'impact? Est-ce que c'est pour la base électorale de M. Trump quelque chose qui pourrait grignoter quelques points précieux? La campagne présidentielle va jouer absolument sur des fractions. 1 point, 2 points, 3 points dans quelques états clés. Est-ce qu'il pourrait perdre cette légère marge dont il dispose présentement parce que de ses électeurs, particulièrement chez les indépendants, vont dire un instant là, on était prêt à suspendre notre dégoût. Il y en a qui présentent ça comme ça. Parce que le programme électoral de M. Trump en matière économique sur l'immigration, par exemple, est tellement distinct de ce que propose M. Biden, on était prêt à faire ce compromis, mais avec quelqu'un qui a été reconnu coupable dans une cour de crime, il n'est pas question qu'on le fasse. Est-ce que ça aura cet impact? Ou au contraire, est-ce que ça va galvaniser la base électorale de M. Trump et peut-être même ajouter, parce qu'il y aurait perception
d'injustice, non pas de justice, mais d'injustice que la machine judiciaire américaine aurait travaillé contre lui. Chose certaine, depuis 24 heures, M. Trump n'a pas un problème de financement électoral. Et non, hein? Son site a été pris d'assaut. Il y a plusieurs, je voyais ça ce matin, un investisseur dans la Silicon Valley en Californie qui annonçait avec une certaine fierté avoir envoyé 300 000 $ chez Sequoia Capital, avoir envoyé 300 000 $ parce qu'il estimait que ce qui était fait à M. Trump était justement injuste et qu'il s'en pétait les bretelles, donc il l'a pas fait discrètement, c'est un signal qu'il envoyait. Moi, je crois qu'il s'est passé quelque chose de vicié, donc je vais envoyer 300 000 $. Et c'est probablement à grande échelle ce qui s'est produit hier. En fait, c'est pas probablement, le site ne pouvait plus accueillir ceux qui voulaient donner de l'argent. Donc, à court terme, pour les prochaines heures, prochains jours, la caisse électorale de M. Trump va probablement déborder. C'est pas une mauvaise affaire parce que sa campagne dans les dernières semaines lui a pas coûté très cher, mais la guerre judiciaire lui coûte très cher à lui et à tous ceux qui se défendent à ses côtés. Et c'est une partie du trésor de campagne qui est utilisée pour payer les frais légaux. De mémoire, je pense qu'en 2023, c'était 50 millions de dollars qu'ont coûté les frais judiciaires de M. Trump. Pendant ce temps-là, l'équipe de Joe Biden était jusqu'à hier la plus riche des deux, avait déployé sur le terrain dans les États clés des équipes un peu partout. L'organisation de campagne de M. Biden est beaucoup mieux déployée au moment où on se parle, au Wisconsin et ailleurs, avec des gens dans tous les comtés clés où on va aller chercher de manière granulaire chaque vote, parce que chaque vote va compter. C'est évident que pour l'instant, l'organisation de campagne de M. Trump n'est pas aussi déployée que ne l'est celle des démocrates pour des raisons évidentes. Leur premier combat à livrer depuis quelques jours, quelques semaines, c'était au tribunal qui se passait, c'est pas terminé. Alors, prochaine étape, c'est le sentier de la guerre électorale, comment M. Trump va mettre à profit ce qui lui est arrivé. Le débat, le 27 juin prochain, il va être fichement intéressant. Ouais. Qu'est-ce que va faire M. Biden? Est-ce qu'il va essayer continuellement d'appuyer sur ce bouton au risque de radicaliser les électeurs de Trump, mais certainement de faire plaisir aux siens? C'est une aventure qui n'est pas balisée. Il n'y a aucun précédent de campagne électorale qui ressemble à ça. La fiction, Hollywood ont été largués loin derrière. On est dans quelque chose qui est surréaliste et que personne n'aurait prévu ou même voulu prévoir. Puis ça dit quelque chose aussi évidemment de l'État, non pas de la démocratie, mais de la politique aux États-Unis. Oui, absolument, parce que tantôt tu disais, c'est une décision de justice, la Cour, c'est bien qu'imparfait, il faut se rallier derrière les décisions. Le problème, c'est le camp qui ne se rallie pas. L'ensemble des ténors républicains hier ont décidé de dénoncer une décision corrompue, politiquement motivée contre M. Trump. Finalement, se rallier derrière la décision de justice, c'est pas ça qu'on a vu hier, puis je pense pas que ça risque d'arriver de sitôt non plus, Stéphane. Ça va être intéressant à suivre, encore une fois. C'est le 5 novembre que ça va se décider. C'est le 5 novembre que ça va se décider, mais entre-temps, parce que c'est aussi ça la justice, on peut contester légalement ce qui s'est passé en cours, et je crois que l'appel sera entendu. Et à la lumière de ce qui s'est passé, je l'ai souligné hier soir, dans l'affaire Weinstein, où le plus haut tribunal d'appel à New York a décidé de demander un nouveau procès parce qu'il y avait eu des vices de forme selon ce tribunal. Alors, c'est un jugement serré là aussi, 4 contre 3, mais où on disait dans l'affaire Weinstein, alors c'est quoi le rapport? Encore une fois, c'est la procédure. Et une des clés, c'était l'étendue, le spectre qui était donné au procureur pour questionner l'accusé s'il décidait de témoigner à son procès. Donc, on avait donné au procureur, face à M. Weinstein, une latitude pour le questionner qui dépassait largement les affaires qui étaient visées à son procès.
parce qu'on disait, ben, ça relève de son caractère, de son histoire. Et évidemment, dans un pareil contexte, les avocats de M. Weinstein ont décidé de ne pas le faire témoigner parce qu'il y avait trop de risques, y compris de se parjurer. Dans l'affaire Trump, c'est un petit peu ce que vont plaider, je pense, ces avocats s'ils vont, enfin je dis si, ils iront en appel, quand ils iront en appel, parce que le juge Merchan a aussi donné une extraordinaire latitude au procureur pour questionner M. Trump s'il avait choisi de témoigner à son procès. Et on est dans un cas où tout repose sur le témoignage d'une personne qui s'est parjuré, qui a menti donc sous serment, qui est reconnu comme étant un menteur pathologique. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas dit la vérité dans ce cas-ci, mais c'est le seul témoin qui permet d'arriver à condamner M. Trump et il n'a pas lui-même choisi de témoigner. Puis il y a quelques autres, alors j'ai pas à dire moi que ce sont des vices de forme, mais quelques autres aspects du procès, y compris dans les instructions qui ont été données au jury. On en a parlé, je pense, lundi, parce que ces instructions sont extrêmement importantes. Elles balisent la réflexion du jury. Donc, je suis aujourd'hui convaincu que les avocats de M. Trump vont aller en appel et je ne serais pas surpris à la lumière de l'affaire Weinstein qu'ils puissent gagner en appel. Parce qu'il y a les germes, il y a les germes de quelque chose, en tout cas. C'est pas un jugement que j'émets sur la culpabilité de M. Trump, c'est sur la manière avec laquelle l'affaire a été instruite. Et quand tu disais qu'il faut respecter le système judiciaire, j'en suis non seulement absolument certain, j'avais avec moi le ministre français de la Justice il n'y a pas longtemps en contact qui disait, et je me rallie à ça, entre la barbarie et la civilisation, il y a la justice. Alors, elle n'est pas toujours parfaite. Et aux États-Unis, il n'y a pas de doute, elle est politique. Les procureurs sont élus. Les juges sont très souvent aussi élus. Donc, ça teinte tout le processus. Si tu me demandais mon avis, je te dirais que ça sent mauvais, pas dans l'affaire Trump, continuellement. C'est comme ça que fonctionne la justice américaine. C'est certainement pas nous qui allons la réinventer. Est-ce que c'est idéal? Ce ne l'est pas, évidemment, pour les apparences. Absolument. Ça va être un cas autant politique que judiciaire, fascinant à suivre pour la suite. Stéphane Bureau, gros merci d'avoir été là. Bonne fin de semaine.